Ok, salut à tous. Cette petite vidéo, donc comme je vous ai promis, je refais les vidéos du cours de cette semaine, à savoir sur l'open data et les API. Pour rappel, je vous remets un peu les objectifs du cours. On était donc sur open data qui était ici. Voilà. L'idée au global, c'était donc de refaire un petit peu des graphes d'une certaine manière, mais découvrir un peu le monde de l'open source et des données ouvertes, de voir ce qu'était une API et de pouvoir l'interroger, et de manipuler une API totalement libre, à savoir OpenData.Paris, et une API avec token. Je vous montrer également comment publier un projet sur GitHub qui permet de le faire tourner un peu justement sur les serveurs de Git, ce qui fonctionne assez bien notamment sur les API libres où vous n'avez pas de token à cacher. L'idée également, l'objectif de ce cours-là, c'était de comprendre un peu le format JSON, de découvrir ce qu'était une API, d'analyser et de distinguer un peu les différents types de données qu'on pouvait avoir avec ces API-là, d'interroger des données en temps réel et un peu de les illustrer avec un graphe assez simple. Pour rappel, les graphes qu'on avait fait en cours et les graphes que je vais faire là, ce sont des graphes qui sont sans design. Ok, donc on va pas du tout se concentrer sur la partie design des graphes, c'est pas du tout notre objectif ici. Euh, voilà, je vous laisserai vraiment explorer la librairie GraphJS par vous-même. Ce cours il va être divisé en plusieurs parties. J'ai une première partie donc, sur cette vidéo là où je vais revenir rapidement sur ce qu'est une API et ce qu'est un JSON avec la structure JSON Object et JSON Array. On va parler ensuite de OpenData.API et on va travailler avec OpenData.Paris, pardon, et on va travailler avec OpenData.Paris. Une seconde vidéo, elle sera plutôt dédiée au contraire à spécifiquement OpenWeatherMap. Voilà, et donc je pense elle sera un peu plus courte. Voilà pour ça. Ok, donc avant toute chose, on va revenir vite fait sur qu'est-ce qu'une API. Ok, donc pas la peine d'aller bien loin. Hop, Wikipédia est très bien pour ça. Donc c'est une interface de programmation d'application. Ok, API, Application Programming Interface. Donc l'idée, comme je vous expliquais en cours, c'est en tant qu'interface de nous permettre de nous fournir en fin de compte, nous développeurs, un pont de communication en fin de compte entre notre application qui va tourner côté client, etc., et un serveur tiers, par exemple Facebook, Instagram ou autre. C'est Facebook, Instagram, Twitter fournissent des API qui vont permettre à une application tiers, nous, à l'extérieur des serveurs de ces entreprises, de communiquer avec leur serveur et donc peut-être de récupérer un message, de récupérer un utilisateur, de récupérer sa photo de profil, etc. etc. Dans le cadre de la data vise, souvent les API, c'est justement des ponts qui vont permettre de communiquer entre notre application côté client et les serveurs qui, eux, enregistrent toute traite de la donnée. Typiquement, les serveurs de la BNF, si on travaille avec les données de la BNF, les serveurs des bases de données de Paris, si on travaille avec celle-ci, d'autres serveurs, etc. etc. Voilà un peu le principe des API. Donc ça repose souvent sous deux grands principes. Vous allez avoir ce qu'on appelle des requêtes, donc des get, on va récupérer une information, ou des posts, c'est qu'on va envoyer une information. On verra par la suite, durant la suite des cours, comment on va pouvoir un peu créer notre propre API à travers Node.js. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'objectif dans ce cours spécifique. Donc, je vous invite vraiment à lire un peu la définition sur Wikipédia parce que généralement elles sont assez bien écrites et pour le coup ça explique bien concrètement comment ça fonctionne. Nous on va donc travailler avec deux API, OpenData.Paris et OpenWeatherMap. Toujours sur les API, vous avez des API que j'appelle totalement libres, à savoir c'est des API où vous pouvez demander tout de suite un message sans avoir de clé d'accès, sans avoir de token, sans avoir à vous enregistrer auprès du service. Ça veut dire, c'est typiquement le cas d'OpenData.Paris, que n'importe qui peut faire sa demande. Vous avez entre autres des API qui, elles, nécessitent un accès. Normalement, c'est des API qui vous demandent de vous inscrire, qui vont vous demander
un email et d'enregistrer votre application. Et ça pourquoi? Parce que c'est des API qui vont vous fournir une clé d'accès qui vont vous permettre d'interroger les serveurs et donc les serveurs, eux, à chaque fois vont vérifier que votre clé est valide ou pas valide. Ça permet de vérifier qu'une API ne fait pas n'importe quoi, notamment, enfin, en tout cas que la personne, l'application tiers, ne fait pas n'importe quoi avec l'API. Typiquement qu'on n'interroge pas les serveurs toutes les millisecondes et qu'on ne demande pas aux serveurs de surtravailler, par exemple. Euh, voilà un peu le principe. Typiquement, souvent les API aussi avec token vous limitent, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire vous allez droit à avoir un certain nombre d'appels à la seconde ou d'appels à la minute, de sorte à éviter de surcharger les serveurs, puisque ça demande évidemment du temps de calcul au serveur pour vous renvoyer l'information, mais évidemment ça demande de l'énergie. Et donc il faut aussi avoir une pensée un peu à ce niveau-là, c'est bien beau d'avoir une application qui demande constamment de l'information, ça va faire travailler les serveurs, ça demande de l'énergie, et ça également c'est quelque chose à prendre en considération. Voilà. Donc ça c'est la partie API. On va nous travailler donc avec des API qui ont pour but de nous renvoyer des informations. Jusqu'à présent, on avait travaillé sur des informations de type CSV. Pour rappel, CSV, ça voulait dire Comma Separated Value. L'idée, c'était quoi? C'était de travailler, en fin de compte, avec des fichiers. Généralement, c'était des fichiers Excel, c'est souvent ça, qu'on allait exporter au format CSV. Et le format CSV, ça ressemblait par exemple à quelque chose comme ceci. Hop là, on avait ceci. Voilà ça. Donc ça, c'est ce qu'on avait sur nos météores. Le CSV, c'était des lignes de données où chaque donnée était séparée par une virgule et ça représentait un tableau. Donc là, on avait la ligne 0 qui généralement correspondait du coup au header, c'est-à-dire au type d'information. Et ensuite, dans chaque ligne, on allait avoir ici, par exemple, la première valeur, avant qu'elle soit séparée par une virgule, qui était donc la première colonne de notre tableau, qui était le nom de notre météorite. Ensuite, on avait la seconde valeur, ici, donc à l'index 1, qui était donc dans la colonne 1, qui était donc la classe, puis la masse, puis savoir si c'était tombé ou pas, etc. Donc concrètement, en fin de compte, on se baladait dans un tableau à double dimension. La première dimension, okay, c'était les lignes, 1, 2, 3, 4, 5, puis dans chaque ligne, on se déplaçait par colonne. Si, hop, je crois que j'ai mon élément qui est là. Concrètement, on avait ça. Ça, c'était notre CSV. Hop. Voilà, puis on va faire 3 petits points ici et 3 petits points là pour indiquer qu'évidemment, on peut avoir autant de colonnes ou autant de lignes que l'on veut. Hop. 0, 1, 2, 3, 4 et 5 et 0, 1, 2 et ainsi de suite. Ok. Donc, voilà, c'était notre tableau à double entrée. Dans chacune des cases, on allait récupérer une information. Et du coup, si je voulais l'information à cette case-là, ok, je fais là. Voilà. Si je veux l'information à cette case-là, ben, concrètement, j'allais demander du coup la ligne 1 à la colonne 3, il me semble. Oui, c'est ça, à la colonne 3. Donc c'est comme ça qu'on s'est placé dans notre CSV. Bon, c'est bien sympa, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à manipuler de prime abord. Le JSON Object, le JSON, donc, c'est un type de fichier, en fin de compte, qui va être défini de la sorte. Donc on va aller chercher un peu, nous, la définition. Alors, encore une fois, je vous renvoie vers la plateforme MDN de Mozilla, qui est très bien. Vraiment, vous allez retrouver un peu toutes les informations concernant JavaScript, HTML, etc. Et donc, notamment, on a le JSON, qui signifie donc JavaScript Object Notation. C'est un format de fichier qui permet de sauvegarder de l'information, de sauvegarder des données. Et ça possède deux types de données, des données de type JSON Object ou des données de type JSON Array. Concrètement, un JSON Array, c'est un tableau, comme on a déjà vu par ailleurs, qui possède du coup un tableau de JSON Object. Un JSON Object, ce n'est rien d'autre qu'un objet qui contient une variable. L'intérêt du JSON en soi, et donc du JSON Object, c'est que c'est très facile en termes de compréhension, puisque notre JSON en soi, vous avez toute la définition ici, notre JSON peut être, notre JSON Object en fait va être défini par un nom de variable et avec une donnée à côté.
Donc si on en regarde un par exemple, on va s'en fournir un ici très rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un exemple de JSON classique. On peut le faire nous, tiens, on va se faire un exemple de JSON classique. Ok. Hop. Alors, je vais fermer ça, je vais créer un nouveau fichier, voilà. Et on va l'appeler, voilà, JSON test.json. Ok. Voilà, donc un JSON est défini par défaut dès qu'on arrive dessus, par des accolades qui ouvrent et qui ferment, à l'intérieur duquel on va avoir des objets. Des objets qui vont donc avoir des noms. Ok. Donc on va pouvoir trouver pas mal de choses. Hop, je me prends un JSON en test, voilà, pour m'assurer. Donc, un JSON object, c'est défini du coup, entre guillemets, par un nom, par exemple, prénom, deux points, et le nom de la valeur associée, qui peut être une chaîne de caractères, qui peut être un nombre, qui peut être ce que l'on veut. Par exemple, Alexandre. Okay. À chaque fois que je vais avoir un nouvel objet, on va indiquer une virgule et on va pouvoir indiquer le second objet, par exemple, ok, hop, âge, 2.33. Donc voici un JSON assez simple qui possède deux objets, prénom Alexandre, âge 33, l'un étant une chaîne de caractères, l'autre étant un nom. On peut évidemment, comme je vous expliquais, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on va voir, mettre des objets dans des objets ou également faire des tableaux. On va le faire ici par exemple. Imaginons qu'on fait un objet personne. Voilà. Ok. Donc toujours pareil, deux points à chaque fois pour définir. On va ouvrir et fermer les accolades et on va mettre nos paramètres directement à l'intérieur. Donc là, j'ai donc un nouveau JSON object qui s'appelle personne, qui possède un JSON object qui s'appelle prénom et un JSON object qui s'appelle âge. En soi, si je veux interroger la valeur âge, ça va être tout simplement en me baladant dans mon JSON, point personne, point, hop là. Alors je voulais l'âge, du coup, point âge. Et donc, vous voyez que c'est beaucoup plus simple comparé à un tableau où j'avais besoin d'indiquer des index. Ici, c'est beaucoup plus simple de suivre en fin de compte le cheminement. Donc ça, c'est pour le JSON et le JSON object. Je vous avais dit également que l'intérêt aussi du JSON, c'est de posséder des JSON arrays. Des JSON arrays, ce sont des tableaux de JSON object, donc des tableaux de données. Typiquement ici, si je me trouve avoir différentes personnes, okay, je vais pouvoir créer un JSON array en le définissant par des crochets, ce qui est la notation classique pour un tableau. Okay, on l'a déjà vu. Et on va pouvoir indiquer, hop là, de l'intérieur, on va le remplir de JSON object, à savoir John, âge 25. Voilà. Et donc là, je vais avoir deux objets dans un tableau, le premier étant celui-ci et le second étant évidemment John derrière. Ce qui va me permettre derrière, encore une fois, en JavaScript, quand j'interrogerai, je pourrai tout simplement interroger mon tableau, cette fois-ci, de la manière classique. Okay, donc en demandant à l'index 0 du JSON array personne, j'obtiendrai ce premier JSON object. Et si je souhaitais uniquement avoir du coup le prénom, j'interrogerai automatiquement, encore une fois, en chaînant les paramètres. Voilà, donc ça c'est sur le JSON. Petite chose qu'on remarque, c'est que le dernier JSON object, la dernière valeur n'a jamais de virgule. Ça permet au JSON de savoir quand est-ce que c'est la dernière et quand est-ce qu'on va pouvoir passer. Donc ici on a bel et bien après âge pas de virgule. Ici aussi, et à la fin de mon dernier JSON object de mon tableau, je n'ai pas de virgule, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Voilà pour une petite introduction au JSON, et on va le voir par la suite. Ça va être un peu plus simple. Ok. Allons donc sur Open Data pour parler. Alors, qu'est-ce qu'une Open Data? Une Open Data, c'est simplement des données en libre accès. Alors, il y en a plein. Typiquement, on peut avoir les données de la RATP, il me semble, d'Open Data RATP. Ils avaient mis en place voilà, Open Data RATP. Ils ont mis en place, la RATP, du coup, un accès à leurs données. Donc ça, c'est des accès qui fonctionnent avec token, il va falloir s'inscrire.
on a OpenWeatherMap que je vous ai montré, qui est donc une API qui me permet d'accéder à des données sur la météo. Vous avez beaucoup de données qui existent comme ça, et l'une qu'on a regardée nous la dernière fois en cours, c'était la plateforme Open Data Paris, qui est donc la plateforme de Paris sur laquelle on va pouvoir récupérer en temps réel des jeux de données. Alors ces données peuvent être actualisées tous les jours, d'autres sont plutôt anciennes, mais voilà, on va avoir accès à de nombreuses données qu'on peut interroger et qui vont nous permettre de créer des plateformes ou de créer des applications, de créer des services qui vont pouvoir proposer des choses à des Parisiens. Voilà, donc c'est assez intéressant de travailler avec des données ouvertes. Alors OpenData.Paris, je vous avais montré, c'est un site qui est assez simple. On a les données qui sont classées par type, administration, citoyenneté, commerce, tourisme, culture, etc. Vous allez pouvoir naviguer dedans. Et vous avez une API qui est extrêmement simple. Donc on avait vu différentes données, et moi je vais rester sur les données que j'avais, que je trouvais assez simples. On va retourner dans culture. Et on avait fait, nous, a priori, voilà, les 1000 livres les plus réservés en bibliothèque de prêt. Alors, on va se regarder deux jeux de données pour voir un peu les différences. On va regarder celui-ci, puis prenons autre chose. Tiens, prenons Acheter à Paris. Voilà. Donc, à chaque fois que vous êtes sur un jeu de données sur OpenData.Paris, ça se présente de la même manière. Vous avez à chaque fois, du coup, les données qui sont indiquées avec directement vos tables ici, qui vont permettre de naviguer. Vous avez à chaque fois les informations sur lesquelles on va retrouver du coup la description. Ici, c'est les 1000 références les plus réservées en 2018 au sein des bibliothèques municipales de la ville de Paris, donc les bibliothèques de prêt. Et c'est un jeu de données qui est mis à jour annuellement. Donc là, on voit que la dernière fois où il a été mis à jour, c'était en 2019. Voilà. Ensuite, on a le nombre de téléchargements, vous avez le nom du dataset, le nombre de téléchargements, le thème, etc. On a également le producteur, donc savoir d'où ça vient, tout simplement. Et vous avez toujours pareil dans les informations, le modèle de données. Alors je vous l'expliquais en cours, des fois c'est pas facile de comprendre le modèle de données dans le sens où la mairie de Paris n'a pas tout décrit. Ici, celui-ci est assez simple, on a un rang, donc on suppose que c'est une classification de 1 à 999 du coup, puisqu'on a 1000 références. On a le type de document, donc on avait vu qu'on avait des DVD, des livres jeunesse, de la bande dessinée, on avait également des nouveautés, ce qui nous semblait un peu étrange, qu'est-ce qu'une nouveauté comparé à un type de média, bon, pourquoi pas. On avait un nombre de réservations, c'est ça qui nous intéressait nous. On avait le titre, qui était donc le titre le titre réservé, donc ici c'était Vernon Subutex par exemple, et le nom de l'auteur. Donc ça c'était vraiment le modèle de données. Si on va sur Acheter à Paris, on retrouve du coup encore une fois la description, donc ici c'est assez intéressant, puisque c'est pour le coup une donnée qui a été mise à jour dernièrement suite à ce qu'on vit actuellement, à savoir l'épidémie Covid. Donc on a tout simplement la liste des commerçants qui vont proposer un retrait en livraison ou à domicile. Donc, ce qui est assez intéressant. On a le nom, donc, encore une fois l'identifiant du jeu de données, à savoir coronavirus, commerçant parisien, livraison à domicile. On a le nombre de téléchargements, on sait d'où ça vient, donc c'est la direction de la communication de la ville de Paris. C'est mis à jour du coup en 2021. Et hop là, voilà, si on regarde le modèle de données, on se rend compte que donc on a le nom du commerce, donc ça c'est intéressant, Lorette Brol Céramique. On a l'adresse, 47 avenue Gambetta. On a le code postal. On a le type de commerce, donc là c'est un artisanat d'art. On a fabriqué à Paris, alors là pour une fois on a une description, c'est assez intéressant. Donc le label Fabriqué à Paris a pour objectif de promouvoir la diversité et la richesse de la fabrication parisienne. Donc ça c'est intéressant. Donc on voit que d'un coup, celui-ci c'est le cas. On a le service, alors là du coup, on suppose que c'est le type de service qui est proposé. Est-ce que c'est une livraison à domicile ou est-ce que c'est un click and collect? Là on se rend compte qu'on a la livraison à domicile, le retrait de commande en magasin, donc click and collect. On a la description. Donc là ici on sait que c'est un atelier de céramique. On a la précision, alors là on ne sait pas tellement ce que c'est, pour le coup cette donnée là n'a pas de précision. On a le site internet, ça peut être intéressant. On a le numéro de téléphone. Pour le coup c'est intéressant de se poser la question du numéro de téléphone et également de l'adresse email, puisque là la mairie de Paris donc nous a proposé un jeu de données avec des numéros de téléphone sur lesquels on peut trouver un numéro de portable. Il y a peut-être une question au niveau de l'éthique à se poser. Puisque du coup, étant donné qu'on est sur un jeu de données libre, donc sans token d'accès, ça veut dire que n'importe qui pourrait, ce qu'on appelle scraper, donc récupérer les données, et la vendre dans une base de données commerciale, par exemple. Donc là, il y a une question éthique un peu à se poser sur
le numéro de téléphone. On a le GeoShape. Alors le GeoShape, généralement, c'est... en soi, le GeoShape, ça décrit une forme géographique. Donc c'est par exemple le cas, je crois, sur le listing des terrasses à Paris. Vous avez un GeoShape rectangulaire, par exemple, ou polygonal. Là, il s'agit d'un point, puisque c'est juste une coordonnée, donc avec une latitude et une longitude. On a le GeoPoint 2D, donc qui est latitude et longitude, encore une fois. Non, longitude et latitude, excusez-moi, puisque c'est inversé ici, il me semble. Et encore une fois, on a le schéma de données ici en JSON. Donc ça, c'est vraiment la partie information. Pour les deux à chaque fois, vous avez également un tableau. Donc le tableau, c'est tout simplement l'ensemble des données qui vont être indiquées. C'est assez intéressant des fois de se balader dans le tableau juste pour voir si, si dans le jeu de données on a des données manquantes. On l'avait vu avec les météores, des fois il y a des données qui ne sont pas présentes et qu'il va falloir du coup se poser la question de si je trie par ces données là ou si c'est ça que je cherche à montrer, typiquement les sites internet ou autres, est-ce que j'ai suffisamment de données. Là typiquement par exemple on se rend compte que tous les commerçants n'ont pas de site internet. Du coup ce serait intéressant de montrer sur opendata.paris quels sont les commerçants qui ne possèdent pas de site internet. On se souvient, je pense que pour ceux qui ont un peu suivi les informations donc l'an dernier, il y avait un peu notamment le confinement numéro 2 ou même le confinement numéro 1. C'était un peu pas le débat, mais un peu le sujet de se dire le problème c'est qu'en confinement, en livraison, tout le monde s'adresse, ou en tout cas une grande partie s'adresse à Amazon. Du coup, les petits commerçants sont obligés de fermer. Mais également, il y a un problème, c'est que la France n'est pas réputée, en tout cas niveau petits commerçants, pour avoir beaucoup de sites internet. Et donc, il y avait toute une campagne autour des petits commerçants pour dire, voilà, on peut vous accompagner à fabriquer votre site internet ou autre. Bien là, on pourrait s'amuser à comparer et à dire, tiens, sur le listing des petits commerçants de Paris, combien ont de sites internet, combien il serait intéressant au contraire d'accompagner. Pour les mails, pareil, je vous parlais de pareil, donc je vous parlais un peu d'éthique dans la donnée. On se rend compte là en se baladant rapidement que donc on a des mails professionnels, épicerie@dajulia.paris, mais également on a des Gmail et on a des mails qui semblent être des mails perso, estelavor@gmail.com. C'est intéressant. Moi encore une fois, je pense qu'il y a une question d'éthique. Je vois beaucoup de numéros de téléphone qui sont des portables. On peut se poser la question de savoir sur des petits commerçants si ce sont des portables professionnels ou pas. Il y a une question d'éthique, surtout qu'on est sur une donnée publique de la mairie de Paris. Donc voilà, et puis on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup des numéros de téléphone. Et j'espère qu'on a également peu j'espère qu'on a peu d'adresses perso. C'est un bon moyen en tout cas de se faire spammer. Donc voilà. Et donc vu qu'on peut scraper les données gratuitement puisqu'on est en open data. Voilà. On a également, donc ça c'est uniquement dans le cas où vous avez des geopoints, donc à savoir des coordonnées. On a du coup ici directement une carte où on peut naviguer pour voir en fin de compte une sorte de visualisation des positions, si la donnée possède des positions. Vous avez donc pour tous également une pré-analyse. Alors j'appelle ça une pré-analyse, pourquoi? Parce que donc c'est la mairie de Paris qui a mis ça en place. C'est un moyen un peu vite fait de comparer les données. Et c'est très bien d'ailleurs. Sous différentes formes, donc typiquement camembert, courbe, trimap, etc. Voilà, on peut remarquer qu'ici il y a 669 restaurants ou traiteurs sur l'ensemble du jeu de données. Des boucheries, de l'alimentation, des priveurs. Ça permet rapidement, en tout cas, lorsque vous explorez les données, de voir si oui ou non il y a des prévisualisations intéressantes. On peut voir par exemple sur les 1000 titres réservés qu'on regardait, typiquement, voilà. Là, il y avait un classement de réservation par type, par rang, pardon, pas par type, par rang, mais si on classe par réservation, là on remarquait que du coup non empruntable qui a une moyenne de réservation de 116. Donc là eux ils avaient fait des moyennes pour le coup. Mais si on prend que le compte, voilà, livre adulte, nous c'est ce qu'on avait remarqué. Si on prend uniquement le compte, on avait remarqué en effet qu'on avait 240 livres adultes qui étaient réservés, donc ce qui était l'élément le plus réservé en soi. Mais ramené à la moyenne, c'est différent. Ensuite, vous avez quoi? Visualisation dynamique, donc ça, je pense que personnaliser la data, oui, ok. C'est les systèmes qui permettent rapidement de visualiser dynamiquement l'information, donc généralement avec de l'information qui va se mettre à jour ou en tout cas
comparaison, ce qui n'est pas le cas sur les 1000 titres réservés, puisqu'on est sur une donnée qui est figée, hein, puisqu'elle s'est arrêtée en 2018. Vous avez toujours l'onglet d'export qui vous permet d'exporter vos données, donc au format CSV, au format JSON ou au format Excel. Intéressant si vous voulez pré-analyser vos données ou si vous voulez les figer dans le temps. Et enfin, on a la fameuse API. Donc on y retourne. Donc la fameuse API, l'API de Paris, donc généralement les API, souvent elles vont se baser sur des modèles qui sont globaux, qui peuvent être mondiaux aussi également. Il existe beaucoup de modèles de jeux de données. Là pour le coup, voilà, OpenData.Paris se base toujours sur le même jeu de données. Il nous propose une documentation et une console d'API complète. Alors c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ici vous avez donc le modèle d'API. Qui est en V1 pour le coup, hein, c'est la V1. Ils sont en train de préparer il y a une V2 hein, mais qui est en bêta et qui n'est pas encore sortie. Là. Et on a donc dans la documentation un modèle. Donc là c'est un modèle qui existe de base, qui s'appelle Open Data Soft, donc qui est un modèle de jeu de données, voilà, qui propose globalement toujours la même architecture, à savoir une requête GET avec l'URL / l'API / dataset / version / la requête, ce qu'on avait vu, ce qu'on va revoir également. Et vous pouvez retrouver dans la documentation vraiment l'ensemble des informations, avec l'ensemble des exemples, mais au sens global de Open Data Soft. Donc si vous trouvez d'autres jeux de données qui fonctionnent là-dessus, vous avez l'ensemble des références qui sont indiquées ici. Mais donc nous sur OpenData.Paris, voilà, on va y revenir. On a à chaque fois, pour chaque jeu de données, dans l'onglet API, une console. Et ça, c'est très pratique parce que la console va vous permettre de préparer votre jeu de données. Donc, on l'a déjà vu en cours, donc je vais vous demander un peu de vous rappeler de ce qu'on a vu. Et je vais vous décrire rapidement ce qui se passe. On va rentrer un peu dans le sens global. Alors, quels sont les éléments qui sont sur cette page-là et à quoi ça sert et ainsi de suite. La page API vous propose un formulaire à gauche. Le formulaire, ça va vous permettre de préparer votre requête. C'est qu'est-ce que vous voulez savoir. Okay. Vous avez à droite le retour du jeu de données. Donc en fin de compte, c'est l'affichage du JSON quand il le peut. Des fois, si vous demandez trop de données, vous verrez qu'il vous dit qu'il y a too many data pour vous l'afficher. Et tout en bas, c'est ce qui nous intéresse. On a le bouton envoyer pour dire OK, on a préparé notre requête. Et en bas, en fait, on a la requête. Justement, la fameuse requête, c'est ça qu'il va falloir nous qu'on indique dans notre application. Donc si je clique sur la requête, voilà, hop, la requête nous renvoie automatiquement l'information au format JSON. Donc là, elle n'est pas forcément lisible. On peut la rendre lisible en la copiant directement dans un fichier à côté. Pour peu que le fichier, évidemment, soit enregistré au format JSON, donc data.json. Vous pouvez vous le remplacer. Oui. On peut, voilà. Directement, j'ai fait donc Alt-Maj F sur PC, en tout cas sur Visual Studio, pour indenter automatiquement la donnée. Quelque chose que je vous ai montré également en cours et que je vous remontre là. Donc là, j'utilise Chrome, mais on peut également utiliser Firefox. Et Firefox a de ça quelque chose de très intéressant, qui est que il va automatiquement, voilà, et c'est ça que, hop là, que je le remette à la bonne taille. Hop, voilà. Il va automatiquement, lui, vous présenter le JSON au format JSON. En fin de compte, si vous voyez, hein, il le capte automatiquement. Donc ce navigateur-là, pour le coup, est beaucoup plus utile quand vous le manipulez. Alors je pense qu'on va rester là-dessus, on va voir, mais mettons-le de côté. Voilà. Et donc lui, avec la requête, automatiquement, il va vous afficher donc, le format JSON. Et donc là, on voit bien ici ce que je vous expliquais. Donc on est dans le JSON, on a un premier JSON object qui s'appelle endIt, qu'on suppose est donc le nombre de données, le nombre total de données dans le jeu de données, ici 1000, puisqu'on est sur les 1000 titres les plus réservés. On a un premier JSON object qui s'appelle parameters. Parameters, ça va être des données globales au dataset et à votre requête. Donc on va y retrouver le nom du dataset évidemment, la time zone, le nombre de lignes que vous avez demandé. Ici on a demandé 10 lignes, soit 10 résultats. Le start, comme je vous expliquais, le start c'est où on démarre. Donc là on démarre
à la première donnée. Utile pourquoi? Puisque lorsque vous avez 100 000 données par exemple, vous n'allez pas demander les 100 000 d'un coup. Généralement, avec une boucle for, vous allez demander les données peut-être 1000 par 1000. Donc on va faire de 0 à 999, puis de 1000 à 1999, et c'est là où le start, en fin de compte, ici va nous être utile, puisqu'on va demander de 1000 à la suite. Vous avez le format ici qui est JSON, et vous avez des facettes. Donc les facettes, je vous l'ai expliqué, c'est un moyen de sous-trier l'information et d'avoir un peu plus de données. On a ensuite sur opendata.paris, donc spécifique à opendata.paris, on a une donnée qui va s'appeler, un JSON array qui va s'appeler records. Records, c'est quoi? Eh bien, c'est le tableau de toutes les données que l'on a récupérées. On le voit bien ici, hein, index 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Voilà. Et si on prend la donnée 2, par exemple, dans ce JSON object, à l'index, donc dans ce JSON array, pardon, à l'index 2, on a un JSON object qui retrouve évidemment le dataset ID. On va retrouver le record ID. Donc le record ID, ça va être l'identifiant unique de la donnée dans le dataset. Vous avez un JSON object qui s'appelle field qui va avoir toutes les informations liées au dataset spécifiquement. Ici, dans notre cas, c'est le titre, le rang, l'auteur, le nombre de réservations. Et vous avez après un timestamp, ce qui va être en fin de compte la date, le timestamp, oui la date, en fin de compte, hein, la dernière date à laquelle la donnée a été mise à jour ou uploadée. Ici, ça date de 2018, puisque le jeu de données date de 2018. Okay. Et ensuite, on a les facettes. Donc, comme je vous ai expliqué, les facettes, c'est un moyen de retrier. C'est quelque chose qui est demandé ici. Donc, hop là, on affiche la console là. Qui nous est demandé ici, donc qui est pré-rempli hein, par l'API, mais que vous pouvez remplir vous-même. Et les facettes, par exemple, ici, on avait demandé la facette auteur et la facette type de document. Et je vous ai expliqué que c'est un moyen de retrier l'information. En effet, les facettes, ça va être ici, donc, hop là, un JSON array, on a bien les crochets, dans lequel, à l'index 1, j'ai un facette, dont je vais avoir un JSON object name qui va m'indiquer le type de facette, donc c'est le type de document. À l'index 0, c'est les auteurs. C'est bel et bien ce que je vais retrouver, donc, hop là, ici, type de document et auteur. Et si je regarde du coup le facette, les facettes donc qui sont encore une fois un JSON array, donc c'est des données triées, donc forcément en array. On a encore une fois des JSON objects au format évidemment tableau. Et si j'ouvre par exemple celui à l'index 4, vous avez ici un JSON object avec en paramètre du coup count, path, state and name. Pour le coup ici on est sur les auteurs. L'idée c'est de trier et en fin de compte dans ce tri là ce que va faire le facette c'est nous dire j'ai 1000 titres. Dans ces 1000 titres réservés, bien, il y a plusieurs titres d'un même auteur. Donc combien de fois l'auteur apparaît dans ce jeu de données de 1000 titres? Typiquement, Mashima Hiro, hein, qui est le nom ici, apparaît 12 fois dans le dataset. Donc à savoir que donc, Mashima Hiro a donc, Hiro Mashima, puisque c'est prénom, non, a donc 12 titres présents dans le top 1000 des titres les plus réservés de 2018. Voilà un peu cette facette-là. Si on regarde le facette type de document, typiquement ici, donc on peut retrouver du coup tous les types, hein, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et on remarque en effet que typiquement les livres adultes ont 240 comptes, donc à savoir en fin de compte que dans les 1000 titres réservés, qui mélangent différents types, il y a donc 240 livres adultes. Au même titre qu'il y a 205 DVD publics. Voilà à quoi servent les facettes. Ça va servir vraiment à sous-trier l'information et à vous permettre de faire d'autres types de graphes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ok. Donc je vous disais qu'on allait plutôt passer sur Firefox. Je pense que je vais rester là-dessus. Hop, on va prendre ça, on va le mettre là. Ce sera pour nous, je pense, un peu plus simple. Ok. Donc, ici, en fin de compte, c'est requête en texte intégral. C'est vraiment la question que vous allez poser si vous cherchez vraiment une information très précise dans le jeu de données. Pour le coup, nous, on cherche à visualiser, à faire une data visualisation du jeu de données. Donc, on n'a pas forcément une question spécifique à lui poser.
On a la langue vous pouvez l'indiquer FR, EN, etc. Donc c'est généralement des indicatifs. Là pour le coup l'ensemble de nos données sont en français, donc on n'a pas forcément la nécessité de demander la langue. Le row qui est donc indiquer le nombre de données que l'on veut. Ici on pourra indiquer 100 si on le souhaitait. Ok, donc par exemple, hop là, je veux 100 données. Si je fais envoyer, on voit bien ici il y a marqué too many elements to preview puisqu'on a 100 données qui apparaissent et donc on va récupérer les 100 données. Vous avez ici le start, donc comme je vous disais, le sort. Le sort, ça veut dire tri en anglais. Ça va nous permettre de trier l'information et ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que par exemple, on peut, si on le souhaite, hop là, on va mettre ça ici. Si on souhaite, on peut trier l'information, par exemple, par rang. Quel va être le livre le plus, le plus réservé, par exemple. Et si je fais directement rang ici, ok, donc je vais faire envoyer, donc ça met à jour ma requête, et qu'on ouvre la donnée, hop là, voilà, on a bel et bien notre record ici. Vous voyez ici que du coup, le premier rang de notre premier dataset dans record, le premier data dans record est 1000, et que quand on descend, à l'index 1 c'est 999, 998, et ainsi de suite. Donc ça a trié par rang. Voilà. Et si vous souhaitez changer l'ordre, là on est du coup dans l'ordre décroissant, puisqu'on est par rang, du plus haut au plus bas. Si vous souhaitez par ordre croissant, c'est comme en maths, il faut indiquer hop là, moins devant, donc négatif pour aller du plus petit du plus petit au plus grand, ordre croissant, et pas d'information comme en maths, donc plus, plus n'est pas nécessairement, n'est pas obligé d'être marqué devant un nombre positif. Et bien là, on va être dans l'ordre décroissant. Donc si je fais rang moins, et que j'ouvre mon dataset, hop, on se rend bien compte que on a le premier rang, le second rang, le troisième rang, et ainsi de suite. Alors là, j'ai trié par rang, mais vous pouvez trier par réservation, en récupérant donc le nom du paramètre, donc ici réservation. Hop là, et donc si je fais ça et que je mets à jour mon dataset, vous voyez bien ici que il est trié par ordre croissant de réservation, à savoir 30, 30, et hop là, si on descend, on va 31, 31, etc. Si je souhaite les avoir au contraire dans l'ordre décroissant, pour savoir lequel est le plus réservé, il suffit que je mette à jour mon dataset. Voilà, et je me rends compte bien que je suis trié par nombre de réservations, à savoir 1139 pour l'enfant perdu, 712 pour couleur de l'incendie. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu également ensemble. Voilà. Si vous voulez changer de facette, voilà, on peut supprimer les facettes ici. Évidemment, les facettes dépendent des données que vous avez. Donc, bon, pour le coup, nous, c'est du sous-tri, donc le plus intéressant, c'est quand même les facettes auteur et type de document qui va automatiquement vous rajouter vos données. On avait également le refine. Alors, le refine, encore une fois, c'est comme pour le Q, c'est-à-dire pour la question. C'est lorsque vous cherchez vraiment à récupérer une donnée spécifique, si vous souhaitez faire un tri. Donc, typiquement, le refine, si je vais faire un tri pour, typiquement, l'auteur, ok, et que, par exemple, je vais uniquement récupérer, par exemple, je sais qu'il y en a plusieurs, donc je vais récupérer ici. Je vais trier par auteur avec la valeur Elena Ferrante. Cela devrait me donner uniquement le jeu de données, voilà, de Elena Ferrante, à savoir tous les titres de Elena Ferrante. Donc le refine va être un moyen de réaffiner en fin de compte notre dataset, notre requête, de sorte à avoir un peu plus d'informations précises sur un auteur. Voilà, c'est un moyen un petit peu de rentrer dans l'information de manière un peu plus précise. Vous avez le GeoFilter distance, donc là pour le coup on n'en a pas nécessairement besoin puisque ce dataset là n'a pas de géolocalisation, excusez-moi. Donc à savoir en fin de compte c'est la distance en mètres d'un point précis. Le polygone également si vous souhaitez faire une zone, et la time zone si vous souhaitez trier par time zone. Donc ça c'est la console. Alors tous les jeux de données de Open Data Soft de ce type là n'ont pas ce genre de console. Là pour le coup OpenData.Paris, je vous le montre parce que celui-ci il a cette console là, ce qui est très très pratique, et il y a beaucoup de choses à faire avec ça.
Si on regarde par exemple donc un autre jeu de données, donc tout à l'heure, on va s'amuser un peu à le manipuler avant de rentrer dans le code, mais tout à l'heure on était sur acheter à Paris. Hop là, on y va. Hop, voilà. Là, on avait donc un facette par code postal, par type de commerce, par fabrique, par service. Donc, c'est assez intéressant. Hop là. Et on a, vous voyez, 2433 33 valeurs. Et bien là, pour les 10 premières, voilà. Tac. On avait les 10 premières ici. Donc, quand on regarde, on voyait ici, du coup, alors est-ce qu'il y avait un tri? J'ai même pas regardé. Non, ça n'a pas été trié. Mais voilà, vous voyez que dans Record, hop là, on va fermer la première, comme ça on y aura plus clair, mais on a encore une fois le dataset ID, le record ID, mais dans Field, qui nous intéresse, on a le code postal, la fameuse description, le nom du commerce, l'adresse, le téléphone, le geopoint 2D, donc la fameuse localisation, le geoshape, la fameuse localisation. Donc on voit que c'est inversé hein, souvent, hein, longitude, latitude sont inversés. Alors pour rappel, hein, plus simple, c'est de chercher directement une géolocalisation que vous connaissez pour être sûr de savoir quel est l'ordre. Coordonnées GPS pour Paris par exemple, hein, donc Paris, la latitude, souvent ce qui vient en premier c'est la latitude, puis la longitude, lat, longue. La latitude est donc de Paris de 48, la longitude est donc de 2 points, quelque chose évidemment, parce que la longitude et la latitude sont des éléments très précis. Et dans notre dataset, on se rend bien compte que pour le geopoint, c'est bel et bien la latitude puis la longitude. Par contre, pour les coordonnées, il a inversé. Ça inverse longitude et latitude. Donc voilà, il faut bien vérifier. Donc vous y retrouvez évidemment le geopoint 2D, le téléphone, le service, livraison à domicile, retrait de commande, l'email, la fabriqué à Paris. Donc est-ce que c'est fabriqué à Paris ou pas? Oui. Artisanat d'art, l'adresse URL et en dehors du record field, vous retrouvez évidemment la géométrie, donc à savoir le fameux longitude, latitude. Latitude, longitude, pardon. Voilà, c'est bien ça? Non, oui c'est ça. Hop là, longitude, latitude, c'est bien ça. Ok. Et donc pour les facettes, hein, on le voit bien, hein, il y a différents types de facettes. Donc là, celui-ci, automatiquement, il vous propose des facettes qui sont triées. Le premier temps service, fabrique, type de commerce et code postal. Donc celui-ci c'est type de commerce, celui-ci c'est fabriqué à Paris, hop là, et service. Donc si on regarde par exemple les fabriqués à Paris, forcément fabriqué à Paris c'est oui ou non. Donc on va voir que deux types de données. Et donc on va voir que pour non c'est 239 et pour oui c'est 93. Donc il n'y a que 93 commerçants sur les 2433 qui ont le label fabriqué à Paris. Voilà, si vous souhaitez un peu visualiser cela. Pour les facettes type de commerce, ce que je vous montrais en DataVis hein, tout à l'heure, par exemple, voilà, restaurant et traiteur, 669, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne la console, et c'est ça qui est assez intéressant. Laissez-moi mettre un peu de musique de fond directement. Voilà, quand même. Je crois qu'on est allé au bout de la playlist. Ok. Musique de fond qui est libre de droit. J'en étais où? J'en étais qu'on avait terminé sur la partie console. Voilà. Pour vous expliquer un peu comment fonctionnait l'élément. Donc ce qui va nous intéresser sur la console, que ce soit sur les 1000 titres ou que ce soit sur Acheter à Paris, c'est cette fameuse requête ici. C'est elle qui nous intéresse. Et on va s'amuser à casser cette requête, à comprendre cette requête. Ok. Donc prenons, je vais rester sur celle qu'on a vue en cours, histoire que les souvenirs reviennent. Hop. Je vais recharger ça. Voilà, comme ça on a la requête de base. Je vais copier-coller, hop là, la requête qui est ici. Et hop là, on va mettre ça là. Hop, on va mettre même ça ici. Ok, donc ceci est ma requête. On va essayer de la casser. Ok. La première partie de la requête, hop là, tac, voilà. La première partie de la requête, c'est donc le portail. C'est cette partie-là. En tout cas sur OpenData.Paris.
La seconde partie de la requête, c'est la fameuse API. Ok. La troisième partie de la requête, hop, on va laisser les, on va laisser les slash en boucle. Voilà. Ok. Ensuite, on a le 1 et ensuite on a le search. Alors, on va se concentrer déjà sur la première partie. La toute première partie, c'est l'URL d'accès. opendata.paris.fr. C'est le site. Opendata.paris, c'est opendata, pardon, c'est le sous-domaine dans paris.fr. Ok, donc si vous voulez, si on clique dessus, open, il va nous ouvrir le site opendata.paris, qui en effet est un sous-domaine de la mairie de Paris, paris.fr. Donc ça, c'est sur la partie URL. Ensuite, à la suite de l'URL, vous avez /API. Pourquoi? Puisque vous allez interroger l'API. Donc nous, on ne cherche pas à interroger le site internet qui affiche l'ensemble des données, on cherche à interroger l'API. Donc on va aller directement à la suite de la requête API. Ensuite, dans l'API, il y a des API souvent qui vont avoir des sous-jeux de données. Par exemple, API / imaginons la BNF. Je vous donne un exemple un peu lambda. Imaginons que la BNF ait à la fois des API pour interroger les livres ou pour interroger les magazines. Okay, bah, j'aurai API /livre, API /magazine, puisque je vais avoir deux API différentes pour permettre d'interroger le dataset que je souhaite. C'est le cas d'OpenWeatherMap. OpenWeatherMap, on l'a vu en cours, il y avait une API qui s'appelait OneCall, mais il y avait également une API qui s'appelait CurrentWeather. Donc on allait sur API /CurrentWeather ou /OpenOneCall. Voilà, donc ça c'est record. C'est spécifique pour le coup à OpenData.paris. Ensuite, vous avez la version, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement. OpenData.paris a deux versions. Ils ont une version 1 et une version 2 en bêta. Donc nous, on va utiliser la version 1, puisqu'elle n'est pas en bêta. Il faut mieux se focus sur quelque chose qui n'est pas en bêta. Surtout quand vous êtes en ce qu'on appelle en prod, c'est-à-dire que vous êtes sur un service qui se veut être destiné à des utilisateurs. Donc on va rester sur la version 1. Donc URL, API, jeu de données qu'on souhaite avoir, donc c'est les records, et la version 1. Ensuite, vous avez du coup la requête. Et là, spécifiquement la requête, on va avoir quoi? On va avoir search /point virgule. Search /point virgule, ici, dans ce cas-là, va dire, on va poser une question, on va chercher un jeu de données. Okay. Et ensuite, vous avez l'ensemble de votre requête, et c'est là où c'est important un peu de comprendre le système de questions. La première valeur, on le voit bien ici, dataset égale, et à chaque fois, ça va être comme ça. Quelque chose égale une valeur. Dataset égale, en fin de compte, ça va définir le dataset que l'on souhaite interroger. C'est spécifiquement, ce que l'on voit ici, le fameux champ dataset. Donc dataset.paris, dataset égale les 1000 titres les plus réservés en bibliothèque de prêt. Ensuite, on se rend compte qu'on a une esperluette Q égale, une esperluette row égale, une esperluette sort égale, une esperluette facette égale, et ainsi de suite, esperluette auteur. Facette auteur. À quoi ça correspond? Eh bien, ce sont des fameux paramètres, des options à notre requête. C'est exactement ce que l'on voit dans l'ordre ici sur la colonne de gauche de la console. Dataset étant le premier paramètre de ma requête, il apparaît tel quel, dataset égale le nom du dataset. Mais si je souhaite ajouter un nouveau paramètre à ma requête, il va donc falloir que j'indique qu'il s'agit d'une option supplémentaire, et cette option supplémentaire s'indique directement par la lettre esperluette, par le symbole esperluette que vous allez mettre avant d'indiquer le nom de l'option. La première option indiquée ici, c'est Q, qui est donc ici. On pourrait indiquer langue également, FR, mais nous, ça ne nous concerne pas. On a ici un second paramètre, un second paramètre, une seconde option, pardon, rows, qui est donc le nombre de lignes qu'on souhaite, c'est bel et bien les 100, donc égale 100. Ensuite, on a l'option de sorting, de tri. Ici, on le veut par réservation du plus grand au plus petit. Puis, les fameuses facettes qu'on a demandées ici, auteur et type de document. Donc voilà comment ça se structure. Si jamais on change et qu'on souhaitait par exemple ici, comme on avait été tout à l'heure, refine by author et c'était Ferrante Elena, voilà, et qu'on envoyait, on se rendrait compte que ici on a changé, évidemment,
on a rajouté un nouveau paramètre. Hop, on le voit ici au bout, qui est donc and refine.author égale Ferrante Elena. Alors ceci évidemment correspond dans une URL à la traduction de virgule espace. Voilà. Donc ça, c'est véritablement la requête. Alors ce qui est bien ici avec OpenData.Paris, c'est que la console vous permet de préparer votre requête et de l'utiliser. C'est ça qui est vraiment intéressant. On verra sur OpenWeatherMap, c'est différent. Il vous donne l'information de la requête. Après, c'est à vous d'aller rajouter vos options. Mais une fois que vous avez compris que vraiment l'Esperluette permet de définir, de rajouter une option, Esperluette, le nom de l'option égale la valeur, vous allez voir, c'est assez simple. Ok, eh bien, avançons sur notre jeu de données. Alors, on va supprimer tout ça. Je vais garder ça ici en tête. Hop là. Et on va y aller. On va tout recommencer un petit peu de zéro. Hein. Pas de souci à ce niveau-là. Donc je vais déjà créer une page HTML. Donc moi j'ai le snippet automatique. Et open data.paris. Ok. Et je vais enregistrer ma page HTML que j'ai enregistrée, j'espère, dans opendata.paris. Donc si je vous montre un petit peu, voilà, je me suis créé un dossier juste pour que vous puissiez un peu bien voir. Voilà. Donc là j'ai créé un dossier que j'ai appelé module de bis, qui est le dossier dans lequel je vais développer. Ce dossier-là, en termes d'architecture, je vais avoir 3 dossiers. J'ai un dossier que je vais appeler JS. C'est là-dedans que je vais mettre des scripts JavaScript globaux. Je vais les mettre tout en haut parce que comme ça je pourrais les appeler en fait directement. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on l'a vu en cours quand on a fait la méthode fetch load data, le fameux load data, on s'est rendu compte que comme on parsait en JSON, on pouvait la copier-coller dans nos scripts régulièrement. Un peu partout, on avait utilisé la même pour OpenData.Paris que pour OpenWeatherMap. Donc en fait, je vais faire un microscript que je vais pouvoir réappeler après de page en page, ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour utiliser le même code. Et ensuite, j'ai une page ici, enfin un folder OpenData.Paris avec un index.html et j'aurai évidemment pareil un OpenWeatherMap. Ok. Donc, j'ai ma première page ici. On va tout de suite créer notre script. Alors, le premier script qu'on va créer, c'est un script qu'on va appeler grabData. Alors, le premier, pardon, on va l'appeler loadData. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Et ensuite, on va faire un autre script qu'on va appeler grabData.js. Alors j'ai mis des majuscules, je devrais pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Comme je vous ai expliqué, on va réutiliser la méthode fetch qu'on avait utilisée précédemment dans d'autres cours et qu'on a utilisé dans le cours précédent. Et dans le cours précédent, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on fetch l'information et qu'on la parse en JSON, on pouvait réutiliser cette même fonction qui était générale en fin de compte pour OpenWeatherMap comme pour OpenData.Paris. Du coup, je vais simplement créer un petit script utilitaire que je vais enregistrer dans JS, que je pourrais appeler par mes 2 pages HTML, qui sera le même, qui fera la partie de fonction asynchrone de load data. Et ensuite, grabData, lui, par contre, va être spécifique, pour le coup, à OpenData.Paris, puisque c'est lui qui va avoir ma requête d'OpenData.Paris, qui va loader mes datas de cette plateforme-là, de cette API-là, et qui va la traiter. Et ensuite, j'aurai évidemment, comme on avait fait en cours, un graphe. Donc, loaddata.paris, il se trouve où il se trouve dans JS. Donc, il va falloir que je remonte une strat. Hop là, oui, c'est ça. Que je remonte une strat slash JS. Hop là, je passe en mage, slash JS, slash loaddata. Et lui, par contre, grabData va se retrouver évidemment dans OpenData.Paris. Très bien. Ce que je vais faire par la suite, hop là, normalement, une fois que j'ai ça, donc ce que je vais faire par la suite, ça va être donc évidemment de créer mes deux fichiers. Donc ici, c'est grabData avec un D majuscule .js. Voilà. Et mon load data, pour le coup, lui va remonter une strat ici dans JS. Load. Hop là, load avec data.js. Ok. Hop, laissez-moi juste changer un élément.
On va se rajouter. Voilà. Normalement, c'est bon. C'est ça. Très bien. Alors, loaddata.js, on y va. Hop, hop, tac. Donc on va commencer tout simplement dans loaddata.js à créer notre fameuse méthode asynchrone. Donc c'est la même chose qu'on avait vu, donc qu'on a vu évidemment cette semaine, mais qu'on avait vu aussi les fois passées. Il s'agit de faire une fonction qui nous permet de charger de manière native avec JavaScript les données. On le sait, nos données viennent d'un serveur, donc cela peut mettre du temps. Et donc il va falloir que l'on traite cette fonction de manière asynchrone. Ça veut dire qu'on fait notre question auprès du serveur et on va devoir attendre la réponse avant de passer à la suite. Donc on va utiliser les fonctions asynchrones. Donc pour ça c'était assez simple. Déjà on déclarait que notre fonction allait être asynchrone. Ensuite on déclarait qu'on crée une fonction. Et on va nommer notre fonction loaddata et on se souvient, on va appeler ça request. Moi je l'avais appelé la dernière fois data URL, mais request semble plus justifié, puisque c'est d'une requête que l'on fait. Ok. Ensuite, on avait tout simplement un objet constant, un objet qui s'appelait response, qui était l'objet que l'on allait récupérer de la part de la méthode fetch, await, fetch, voilà, dans lequel évidemment on allait fetcher, donc on allait récupérer la requête. Une fois qu'on avait récupéré cette réponse, alors évidemment cette réponse était un objet constant, c'est ça qu'on avait dit, il n'apparaît qu'une seule fois, il est là et il est immuable, on n'a pas besoin de le changer. Et comme c'est une fonction asynchrone et qu'on doit attendre que le serveur nous ait renvoyé la réponse, on avait besoin d'attendre qu'on ait reçu la réponse côté client avant de passer à la suite. Et c'est en ça qu'on utilisait du coup le mot-clé await qui signifiait tout simplement on attend d'avoir reçu la requête depuis la méthode fetch pour l'enregistrer dans la variable réponse. Ensuite on faisait une deuxième constante qu'on appelait rowData. Et cette constante, bien c'était quoi? Étant donné que la méthode fetch est capable de nous renvoyer différents types de données, on se souvient en CSV on avait récupéré du texte, on avait également récupéré de l'image. Étant donné qu'on peut récupérer différents types de réponses, cet objet réponse on a besoin de le caster, de le récupérer au bon format. Donc encore une fois, on va attendre évidemment que ce parsing de données, que ce casting de données soit fait avant de pouvoir le manipuler, ou en tout cas de le renvoyer. Donc on réutilise le mot-clé await, et nous dans notre cas, on cherche à récupérer un JSON, et donc l'objet response en JS se trouve avoir une fonction qui s'appelle JSON, qui nous permet de prendre la réponse et de la parser au format JSON. Une fois qu'on a ça, vu que on va sortir de la fonction, on a besoin de simplement que cette fonction nous renvoie un résultat, et donc on va tout simplement faire un return, et le résultat qu'on souhaite attendre, en tout cas nous dans notre cas, c'est le fameux rowData, c'est-à-dire les données que l'on va vouloir traiter. Donc voilà pour la fonction loaddata qu'on va réutiliser après dans OpenWeatherMap. Donc vous voyez, c'est assez standard, assez simple en fin de compte. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite se passe dans GrabData. Alors dans GrabData, ça va être assez simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre requête. Donc on se souvient, moi j'avais fait tout simplement donc let OpenData Paris. Et alors là, je vais faire comme on a fait pour OpenWeatherMap, j'ai appelé OpenData Paris OpenData Paris API. Et c'est là-dedans que je vais mettre la première partie, on va dire, un peu de la requête, à savoir OpenData.paris.fr/API/record. Alors vous pouvez, évidemment, je vous invite à le faire, copier-coller. On pourrait directement récupérer l'ensemble de la requête et la remettre automatiquement dans une seule et même variable. Moi j'aime bien la décomposer en étapes, parce que comme ça, si j'ai envie de changer le dataset ou si j'ai envie de changer le nombre de données que je vais récupérer, j'ai plus qu'à changer quelques variables. Donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien décomposer comme ça. Donc ensuite j'avais fait une variable version qui était donc égale à 1.0/. Voilà, alors on va évidemment mettre des points-virgules. Alors on sait qu'en JS, s'il n'y a pas le point-virgule en fin de phrase, ce n'est pas grave, mais
autant rester le plus propre possible. Ensuite, on avait la fameuse question qu'on avait posée, ok, qui était donc égale à hop là, search slash point d'interrogation dataset. Oui, oui, on peut le mettre comme ça, tiens. Mais on va le décomposer comme ça, on va slash point d'interrogation. Ensuite, let dataset. Donc ça, c'est le fameux dataset que l'on souhaite interroger. Hop, je vais le redécomposer. Donc évidemment, il s'agit de la première option. Donc elle ne prend pas de Esperluette devant. Donc c'était dataset égal. Et ensuite, eh bien, ici, je vais indiquer moi le dataset que je souhaite récupérer. Que l'on peut récupérer. Donc on peut récupérer son nom ici. Hein, les 1000 titres les plus réservés dans les bibliothèques de prêt. Ok, très bien. Ensuite, let rows. Rows, c'est donc le nombre de données que l'on souhaite récupérer, le nombre de lignes que l'on souhaite récupérer. Donc on va le mettre là, donc Esperluette rows égale, et moi je veux l'ensemble des données, je sais qu'il y en a 1000, donc je vais en récupérer 1000 d'un coup. Comme ça, je n'ai pas besoin de manière itérative de fetcher différentes données. Ensuite, on avait donc le fameux tri de données. Encore une fois, c'est une option qui vient à la suite, donc Esperluette, thought, égale, et moi je vais trier par réservation. Normalement c'était ça. Hop, je vais copier-coller pour être sûr, parce que j'ai des tendances à oublier les lettres lorsque j'écris. Voilà. Et on va tout de suite faire les facettes. Donc on va faire... Hop. On va faire facette. Alors moi je vais l'appeler facette request, puisque les facettes on peut les enchaîner. Donc je vais juste déjà enchaîner directement dans un mot-clé les facettes. Comme ça je n'aurai pas à répéter ce mot-clé là. Ok. Donc c'est facette égale. Hop, et ensuite je vais donc indiquer les fameuses facettes que je cherche à récupérer. Avec un S de complétion, hop là. Et donc ça va être tout simplement évidemment facet request plus, et donc c'est type de document avec des voilà des underscores pour séparer les mots plus, et c'est là où du coup c'est intéressant d'avoir utilisé facet request puisque on enchaîne les mêmes options facette et on va récupérer l'auteur, donc plus auteur. Voilà. Donc là, j'ai tout le décomposé de market. Hop, on va retirer la partie de gauche. Et je vais donc pouvoir créer ma requête, donc request, qui va bel et bien être égale à l'ensemble de ces données-là, donc à savoir opendata.paris, plus la version, plus la question, plus le dataset évidemment, plus les lignes, plus le sorting évidemment, plus les facettes que je vais demander. Donc ce qu'on avait fait nous après, c'est qu'on avait fait un console log, donc console.log, et on avait simplement regardé si notre requête était valide. Voilà. Donc on va lancer hop là, le live server. Hop là, tac. Oui, bon, on va le faire là. Open with live server. Ok. Je vais retourner sur Firefox, qui est quand même un peu mieux, on l'a vu, pour les JSON. Et ouvrir les options de développeur. Ah, les options de développeur sont un peu grandes. Voilà. Ok. Donc j'ai bel et bien ici ma requête qui est créée. On va voir si elle fonctionne. Elle semble marcher. Donc dès que j'ai cliqué dessus, hein, ça m'a ouvert du coup mes données, donc les 1000 titres les plus réservés. Et j'ai bel et bien un record avec, a priori, 1000 données. Ok. Regardons une donnée au tout hasard, la 25. Voilà, de Paul Auster. Et le titre 4, 3, 2, 1. Bon, parfait. Donc cette première partie est donc entièrement bonne. Hop, on va refermer la partie de gauche. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir avancer, hein, tout simplement. On va pouvoir charger nos données. Pour ça, on va faire un
load data, hein, la fameuse fonction qu'on a préparée. On va y indiquer la request. Et on sait très bien que ces fonctions asynchrones, eh bien, on peut les chaîner en disant à la fin de cette fonction, eh bien, tu vas du coup faire autre chose. Donc on va attendre la fin de la réception entière des données de la part du client pour pouvoir les traiter. Et donc pour ça, on fait un den et à l'intérieur, on fait une fonction. Donc cette fonction, elle prend en paramètre la réponse, le fameux JSON qu'on va recevoir. Et auquel cas, on pourrait faire un console.log de ce fameux JSON, donc de response. Hop, voilà. Et donc si on regarde ça, normalement, ici, hop là, j'ai bel et bien mon objet JSON qui est du coup arrivé avec mes facettes, avec mon nombre de hits, mes paramètres et mes records. Donc là, c'est parfait. Par sécurité, on l'avait vu également, hein, on va mettre un catch. Voilà, c'est juste une sécurité en disant que si on a une erreur, du coup, comme ça, il va être capable de nous renvoyer cette erreur. Donc catch error. Également, dans lequel on va faire un console.error. Voilà. Donc on veut être capable que la console nous dise si jamais on a fait une erreur quelque part. Ok. Eh bien, on a récupéré l'ensemble de nos données. On y est presque en soi. Tout ce qu'il nous reste à faire, évidemment, c'est de les trier. Donc on va le faire. Pam, padam, padam. Donc là, je vais faire exactement ce qu'on a fait en cours. Sur le guide, vous verrez, je vais un peu plus loin, puisque comme je vous expliquais en cours, j'ai affiché le top 10, le top 10 des boucles, le top 10 des auteurs, le top 10 des documents. Et notamment le top 10 des auteurs, je vous ai dit, eh bien, je le faisais en comptant le nombre de réservations, mais également par nombre de bouquins, puisqu'on a vu que certains auteurs avaient plusieurs livres, enfin plusieurs titres dans leur top 10. Donc là, on va juste afficher le top 10 des livres, comme on a fait en cours, histoire de rester un peu plus centré vraiment sur l'information. Pour ça, on va utiliser, évidemment, on va pouvoir vouloir les grapher sur scène. Et pour les grapher, on va réutiliser la fameuse librairie qu'on utilise, graph.js. Voilà, chart.js. Qui était quand même une librairie qui fonctionne assez bien et qui est assez pratique. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va aller évidemment, on va revoir. Hein, ce que je vous invite toujours à faire, hein, c'est regarder la documentation. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Hop là, on va réutiliser. Et là, pour le coup, c'est un top 10. Donc en termes de chart, on peut avoir un line. Mais c'est pas intéressant le line, c'est plutôt le bar. Un radar pourrait fonctionner, hein, un radar chart. C'est-à-dire avoir le type de document ici. Si on faisait le type de document en top 10, cela serait intéressant. Là, pour le coup, en nombre de livres, les 10 livres en mode chart, c'est pas forcément le plus intéressant. Le donut, je ne pense pas. Je pense que le plus logique en soi serait d'afficher, serait directement en effet d'afficher un bar chart. On va pas mixer les données, hein, ça me paraît plus simple. Donc on va rester sur un bar chart, voilà, avec le nom des livres ici, hein, directement. Et ensuite, on aura notre dataset. Voilà. Voilà. Ok. Donc on a besoin déjà de plusieurs choses. Première chose, on va avoir besoin de récupérer, hein, cette librairie. Donc je vous le remontre, on l'avait vu en cours de toute façon, mais je vous le remontre. On va aller dans le Getting Start. Encore une fois, hein, je me répète, hein, en tant qu'enseignant, on est là pour vous donner les clés pour apprendre à apprendre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire vous montrer quelles sont la meilleure façon de faire, ou en tout cas une façon de faire, si jamais on peut se tromper et que ce n'est pas la meilleure, mais vous montrer une façon de faire pour arriver au résultat que vous souhaitez réaliser. Et nous ici dans notre cas, c'est comment on va pouvoir utiliser une librairie qu'on ne connaît pas forcément et qu'on commence à manipuler. On sait qu'on n'est qu'au début de l'apprentissage de JavaScript. Et encore une fois, je vous dis, lorsque vous manipulez une librairie, la référence est votre meilleur ami. Voilà, chart.js, moi c'est pas une librairie que j'utilise le plus, donc je reviens toujours à la documentation. Et la documentation me donne un joli getting start, et elle me donne toutes les étapes. D'abord, elle me dit qu'il va falloir que j'ajoute sur ma page HTML déjà un canvas, puisque le chart se dessine dans un canvas. Ensuite, il me dit également que je vais devoir charger ma librairie. Et après, il me donne un exemple
de comment on va pouvoir faire notre chart. Alors on va déjà faire toutes ces étapes-là. Donc je retourne sur la page HTML et je vais créer mon fameux canvas. Voilà. Canvas, ID. Il nécessite un ID, donc on va faire un ID. Top 10 book chart. Voilà, pour dire c'est mon chart de top 10 de livres. D'ailleurs, on a marqué books, mais en réalité ce sont des titres, donc on va dire top 10 title chart pour éviter de confondre avec des livres, puisqu'on a vu que certains étaient des DVD, etc. Donc quand même. Très bien. Une fois qu'on a ça, eh bien, il nous reste à intégrer notre fameuse librairie. Donc là, on va récupérer du coup ce script-là qui semble être à jour, et on va le mettre évidemment dans la balise head. C'est l'un des premiers éléments qu'on va avoir besoin de charger, c'est la librairie pour être capable de la manipuler derrière. Ok. Ensuite ici, on avait un exemple. Alors cet exemple, c'était un line chart. Et on voit qu'il nous donnait directement l'exemple tel quel. Et que si on copie-colle, ok, que je le mets là, voilà, hop, je devrais, hop là, tac, 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 voir mon chart arriver. Donc évidemment, le chart que je veux charger, eh bien, il faut que je mette là le bon ID. Donc moi, l'ID de mon canvas, c'est top 10 title chart, quand même. Voilà, que je vais devoir changer ici. Voilà. Et donc là, on avait notre premier graphe qui apparaissait, on se souvient, qui est quand même... C'est tout l'intérêt de chart.js. Chart ou graphe? Oui, chart.js. Chart.js. C'est tout l'intérêt de chart.js, comme je vous expliquais la dernière fois en cours, c'est que quand même, il va nous fournir, il va nous fournir des charts avec directement des tooltips pour pouvoir récupérer l'information, avec de l'interaction, etc. Donc au lieu vraiment de devoir s'embêter avec P5JS à recréer entièrement un chart, on va l'utiliser avec les graphes. Pour le coup, P5JS la dernière fois nous avait servi à directement intégrer sur une carte, notamment avec Mappa, de manière assez simple. Mais P5JS va nous servir, je pense, en tout cas, moi c'est comme ça que je m'en sers, dès que vous souhaitez faire des charts qui ne sont pas présents dans chart.js ou dans d'autres librairies, et notamment faire des visualisations plus de l'ordre de la data art, c'est essayer de commencer à la visualiser un peu plus comme Frederica Fragapante que je vous avais montré, qui fait des charts un peu plus graphiques, on va dire. Mais donc là, on va rester sur chart.js. Ok, restons sur chart.js donc. On a notre premier graphe qui était ici. Et pour rappel, je reviens un peu dedans, il a donc besoin ici d'un contexte qui est donc le canvas. Pour ça, il récupère sur la page HTML document par son ID, getElementById, le nom du canvas, et il récupère son contexte 2D, puisqu'un canvas peut être en 2D ou en WebGL. Et ensuite, il crée un chart en faisant donc une nouvelle variable, donc c'est un nouvel objet de type chart, qui prend en paramètre le contexte, et en second paramètre, l'ensemble des informations, à savoir le type de chart, ici c'était un line, et les datas, donc les datas qu'on veut mettre, à savoir les labels, qui sont donc l'axe des abscisses. Voilà, un bar chart étant des données numériques en ordonnée, on a les abscisses qu'il va falloir indiquer. Puis en fin de compte, les datasets, puisqu'on peut mettre, on l'a vu sur OpenWeatherMap, plusieurs datasets sur un même graphe. Le dataset qui était donc également un JSON array, qui prenait donc le label, donc le nom du dataset, my first dataset ici. Après, on avait les paramètres de design, qu'on peut effacer pour l'instant, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Voilà. Et ensuite, on avait nos données 0, 10, 5, etc. Voilà. Donc en soi, si on regarde ça, eh bien, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin d'un nom de canvas, on va avoir besoin d'un nom de label pour les axes des abscisses, et d'un nom de dataset, donc ça c'est simple, et d'un nombre de données. Voilà. Ensuite, on pouvait configurer des options. Ben ça, on va nous le réécrire dans une fonction. Alors pourquoi on va réécrire dans une fonction? On va réécrire dans une fonction parce qu'on va pouvoir l'appeler un peu quand on veut. Ok? Donc, hop là, on va faire ça. Ah, donc plus de chat. Et je vais recréer encore une fois ici une nouvelle page avec une nouvelle page JS, ok, que je vais pouvoir appeler après pour pouvoir créer mes graphes. Alors, celle-ci, je vais la mettre dans JS Global, puisque comme ça, je vais pouvoir l'appeler pour OpenWeatherMap et pour OpenData.Paris. C'est une sorte de JavaScript utilitaire de graphe, en fin de compte, qu'on peut faire. Okay,
Donc je vais l'appeler graph. D'ailleurs sans. Voilà. Oui, graph.js, je peux garder le même nom. Ok. Ce graph.js, il va falloir du coup que je le charge évidemment dans ma page. Donc je vais le charger juste après le load data. Encore une fois, je le charge avant le graph data puisque c'est le graph data qui va appeler cette fonction-là. Donc il va falloir que cette fonction existe. Ok. Donc source. Hop, et comme on est dans notre dossier JS, voilà, graph.js script. Ok. Donc j'ai bel et bien mes données, j'ai tout ce que je souhaite qui sont là. Donc dans graph.js, eh bien, je vais créer ma fameuse fonction. Ok. Function bar graph. Voilà. Et on va lui mettre du coup des paramètres. Alors quels sont mes paramètres? On peut refaire en fin de compte la même chose, hein, souvenons-nous. On va, histoire de bien comprendre la notion de paramètres, je vais recopier ce que j'avais ici. Ok. Alors, je copie-colle vraiment là, ce qu'il y a dans le chart.js et on va le modifier un à un. Alors déjà, on va le mettre à jour avec la norme JavaScript actuelle en faisant des constantes plutôt que des var, histoire de. Ok. Alors, première chose, ce que l'on sait, c'est que ici on va dessiner un bar graph. On fait une fonction globale, on fait une fonction générale. L'idée, c'est de créer une fonction qui va nous permettre de dessiner des graphes, des bar charts, de manière simple, efficace, et surtout de pouvoir la réutiliser quelles que soient les données qu'on va pouvoir envoyer. Okay. Typiquement, je pourrais l'utiliser aussi bien pour faire de l'affichage de température max par jour que de top 10 de livres, que de top 10 de CD, que de top 10 de type de document, ou que de top 100 de type de document, ou que du nombre de commerçants dans Paris qui font de la livraison, etc., etc. Donc en soi, il y a des données que je veux de manière dynamique. Ce que je veux de manière dynamique, c'est quoi? Bien, déjà, c'est l'identifiant de mon graphe. Donc ça, je vais le mettre en paramètre. Je vais appeler ça canvas ID. Ce qui va me permettre, quand j'avais appelé mon chart, ma fonction bar graph, de mettre en paramètre l'identifiant du canvas et de pouvoir charger dynamiquement différents types de canvas. Donc je vais indiquer ça ici. Ok. L'autre paramètre que je vais également changer ici, c'est bar, puisque je veux un bar graph pour le coup, étant donné que je suis dans une fonction bar graph. Ça paraît assez logique. Ensuite, ici, les labels, eh bien, c'est spécifique à ce jeu de données-là, c'est-à-dire à savoir des données par mois. Donc, moi, ça pourrait être changeant, puisque c'est l'as des abscisses, et l'as des abscisses va changer, en fait, en fonction des données que je vais envoyer. Donc ça, je vais appeler ça labels. Ok. Voilà. On va le mettre ici, labels. Donc, c'est mon fameux axe des abscisses. Ensuite, j'ai mon dataset, et mon dataset, on est d'accord, il change aussi en fonction des datasets que je vais envoyer. Pour ça, eh bien, il va avoir chacun des titres différents, donc je vais appeler ça title, pardon, que je vais également mettre en paramètre, title, et enfin, values, qui vont être mes fameuses données que je vais pouvoir envoyer ici dans data. Et donc là, j'ai fait un bar graph qui va me permettre d'être réutilisé à plusieurs endroits. On va pouvoir l'utiliser maintenant. On y va. On retourne dans le graph data. On va faire deux graphes. Le premier, on va du coup utiliser les facettes. Notre premier bar graph qu'on va faire, c'est un top 10 des livres. Top 10 ou top 25, mais faisons un top 10. Et ensuite, on se fera un deuxième bar graph. Donc, il faudra rajouter un canvas. On fera un deuxième bar graph et on le fera par facette. Et on fera un bar graph du top 10 des types de documents. Voilà. Comme ça vous montrera comment on peut réutiliser plusieurs fois la même élément. Donc, il me faut plusieurs choses. On l'a vu. Comme je vais devoir utiliser cette fonction, hop là, bar graph, il va me falloir évidemment l'ID, les labels, donc c'est l'axe des abscisses, un titre pour mes données et des valeurs. Ces données-là, on les a vues, elles sont présentes dans mon JSON. Donc il va falloir que je les récupère dans mon JSON. Évidemment, il va falloir que je les mette dans des tableaux spécifiques.
Quelles sont les données que je veux récupérer? Eh bien, pour le top 10, il va falloir que je récupère ici la donnée titre, à savoir le nom du livre, qui va me servir pour l'axe des abscisses, et évidemment le nombre de réservations. On va s'amuser à faire ça. Donc il va falloir un premier tableau qui va être le tableau de label. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Simplement du nombre de réservations. Donc pareil, on va faire un nombre de réservations, on va faire ça dans un tableau. C'est parti. On va faire let et on va appeler ça top 10 labels. Ça va correspondre au titre. C'est un objet de type tableau. Également, on va dire évidemment, on veut le top 10 count, qui est le nombre de réservations que l'on veut, qui est également évidemment un tableau. Hop, voilà. Ensuite, donc j'ai le nom de label, j'ai machin, qu'est-ce qu'il y a? Bah non, pour l'instant on va garder ça. On se fera un autre élément par la suite. Ok. Il va donc falloir maintenant que je remplisse mon tableau, en tout cas mes tableaux, des 10 premières valeurs dans pour les envoyer dans mon bar graph. Pour ça, je vais devoir me déplacer dans mon JSON. Je vous ai dit tout à l'heure, les JSON, c'est des objets dans des objets dans des objets. Et là, moi, ce qu'il va falloir que je récupère, c'est le titre et la réservation. À savoir, il va falloir du coup que j'aille dans Records, à l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et que je récupère l'objet field dans lequel je vais récupérer l'objet titre et dans lequel je vais récupérer l'objet réservation. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça se chaîne. Pour éviter de voir des noms à rallonge, on va faire des sous-objets, des sous-variables en attendant. La première variable, c'est records. Je vais tout simplement récupérer ce tableau. Record, c'est mon JSON, donc mes fameuses données qui sont là, response, .records. Quand je fais ça, évidemment, je récupère le tableau. Si on fait un console.log, console.log de records, hop là, records, vous verrez donc que autant, hop là, je suis ici, hop, j'ai pas besoin du crochet, excusez-moi, c'est un nom de variable dont j'ai besoin, voilà. Le premier console log ici, c'est l'ensemble de mon JSON, ok, c'est celui-là, et le second console log ici, c'est bel et bien mon tableau de mes 1000 données, records. Donc je n'ai plus besoin vraiment de dire mon JSON, donc response.record et la suite. Si je souhaite dans record récupérer un élément à l'index par exemple 2, eh bien je me déplacerai dedans comme dans un tableau, donc je ferai records 2, auquel cas je recevrai directement le JSON object avec son fameux dataset ID, fields, hop, qui possède du coup l'auteur, le rang, la réservation, etc., le record timestamp et le record ID. Si dedans, dans records, je voulais du coup uniquement l'auteur, eh bien je ferai là, fields, point, auteur. Et auquel cas, j'aurai directement le nom de l'auteur ici, qui est donc Ferrante Elena. Voilà pour cette partie-là. Donc pour ça, il va falloir que je remplisse mon tableau. Mon tableau, c'est un top 10. Donc je vais me déplacer dans les 10 premiers éléments de mon tableau record. Pourquoi je me déplace dans les 10 premiers éléments de mon tableau record? Encore une fois, parce que on a déjà pré-trié notre tableau grâce à la console ici, grâce à notre requête. On avait dit qu'on voulait trier par réservation et on avait vu en effet que les données qu'on recevait, eh ben, c'était bel et bien les données ici dans l'ordre décroissant du nombre de réservations. Donc mes données sont déjà triées, donc j'ai juste à me balader dans les 10 premières valeurs de mon tableau. Ok. Donc pour ça, on va faire une boucle for, donc for let i égale 0, i inférieur à 10 et i s'incrémentant. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai besoin de quoi? Eh bien, j'ai besoin tout simplement du titre de l'œuvre. Ok. Et le titre de l'œuvre, eh bien, on le sait, il se retrouve dans records, à l'index i, dans l'objet fields, dans l'objet titre. Ensuite, je vais avoir besoin du nombre de réservations, donc je vais appeler ça count. Et ça, c'est encore une fois dans records, à l'index i, dans field.records.
réservation. Si je veux au titre, je pourrais également rajouter l'auteur. Pour ça, ce serait pas très compliqué. On pourrait tout simplement faire let auteur qui serait égal du coup à records i.fields.auteur. Hop là. Et on ferait tout simplement ici un let label, on va l'appeler label pour le moment, qu'on pourrait dire tout simplement titre plus, on mettrait un espace puisque ça manquerait, plus auteur. Et là on aurait un label qui serait l'enfant perdu, espace, Ferrante Elena. Ou on pourrait même deux Ferrante Elena. Je dis Ferrante Elena, mais ça se trouve c'est Elena Ferrante. Là pour le coup c'est un auteur que je ne connais pas. Bien, on a nos deux données qu'il va falloir remplir. Du coup, on va s'amuser à les remplir. On va faire tout simplement top 10 label.push. Et bien là-dedans, on va pusher du coup notre label actuel. Et ensuite, on va faire top 10 count dans lequel on va pusher évidemment notre compte, à savoir count. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à dessiner notre bar graph. Et pour ça, on va tout simplement appeler notre fonction bar graph qui prend pour rappel le nom de notre canvas. Alors notre canvas, c'est donc top 10 title chart. Ok. Ensuite, on le sait, ça prend un label. Donc c'est notre fameux tableau de label. C'est l'axe des abscisses. Okay. Ensuite, ça prend un titre. Donc je crois que le titre, que je revois un peu celui que j'avais mis. OpenData.Paris. Top 10 des titres les plus réservés en bibliothèque de prêt. Voilà, je préfère. Voilà. Et donc, alors pour plus de visibilité, moi je vais sauter quelques lignes. Voilà, c'est ça qui est pratique avec JavaScript, mais avec d'autres langages aussi d'ailleurs. Voilà, comme ça, paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3, virgule, et le dernier paramètre, c'est donc le top 10 count, notre fameux tableau de données. Ok. Et une fois qu'on a ça, a priori, voilà, on a notre tableau ici qui apparaît. Alors là, pour le coup, de base, on a refait notre graphe. Si on retourne sur ici notre graphe ici, j'ai conservé ici le background color et le border color évidemment. Tac, tac, tac. Donc on garde ces couleurs là. On peut les supprimer si on veut et auquel cas on aura un graphe totalement gris. Donc moi je vais le supprimer puisque comme je vous ai dit, je voulais pas me concentrer sur la partie design. Pour le moment, c'est juste vous montrer en tout cas la partie récupération de données sur une API. Vous avez également ici donc l'ensemble des noms. Alors pour le coup, étant donné que oui, je suis à 67%, en fait, c'est pour ça qu'on lisait moins. Voilà, donc là on arrive à mieux lire. Et évidemment, notre graphe ici est responsive puisque de base, c'est ce qui était indiqué dans l'option. Pour rappel, si on ne souhaite pas faire de responsive, on va ici dans les options de notre graphe indiquer responsive de point false. On notera que notre graphe disparaît, il paraît tout petit, tout simplement parce qu'il va falloir lui indiquer du coup une taille dans le CSS ou en tout cas dans l'HTML. Donc on pourrait directement ici faire un width égal 600 pixels par exemple. Hop. Et un 8 si je voulais faire un graphe carré par exemple 600 pixels. Voilà, et là j'aurai un graphe de 600 par 600. Ok. Voilà. Donc voilà pour ce premier graphe. Je vous ai dit, on va se tenter de faire un deuxième graphe pour montrer en quoi la fonction bar graph est intéressante puisqu'on va pouvoir la réutiliser. Et on va se faire ça rapidement. On va se faire tout simplement le classement. Le classement des types de documents. Donc on est d'accord, c'est pas la donnée la plus importante. Tout simplement parce que on va faire le top 10 déjà.
Parce que OpenData.Paris nous le propose déjà en soi, donc c'est plus intéressant d'essayer d'aller chercher un autre type d'information, d'aller raconter une histoire avec vos données, plutôt que de simplement afficher ce qui est assez logique, existe déjà sur OpenData.Paris. On va faire let top 10 documents. Je vais appeler ça comme ça. Hop. Donc ça va être pour mes labels. Hop, label. Voilà. Ah, on a remarqué une faute ici. Voilà. Et ensuite, top 10 count. Et ce serait bien d'éviter quelques petites fautes d'orthographe. Donc à faire. Voilà. Ok. Donc là, il va falloir que je me déplace du coup dans les facettes. Donc en soi, ça va plus être la même boucle for que je vais devoir utiliser. Ok. On le voit ici. Les données que je veux moi, c'est pas le record. En fait, c'est facette. Il va falloir que je me déplace dans facette. Et spécifiquement, il va falloir que je me déplace dans le second facette, à savoir du coup, donc dans facette groupe, il va falloir que je récupère celui à l'index 1. Et à partir de là, je vais récupérer également tout simplement facette 1, l'objet facette, enfin le JSON array facette. Comme ça, ce sera plus simple. Donc on va le faire ici. Hein. On va faire let facette doc. Et donc là, c'est égal à response. Point. Et donc on va aller chercher le facette qu'on veut. Donc le tableau s'appelle facette group. Point facette group. On sait qu'il était à l'index 1. Point. Hop là donc. Ok, index 1, c'est bien lui. Et ce que je veux, c'est l'objet facette pour éviter de devoir redemander à chaque fois. Et point facette. À partir de là, je peux refaire ma fameuse boucle for. Donc for, encore une fois, let i égale 0, i inférieur à 10 et i plus plus. Voilà. Vous noterez que je ne copie-colle pas ma ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que plus vous allez réécrire la même ligne, plus ça va rentrer, plus vous allez la mémoriser et plus vous aurez l'habitude de le faire. Voilà. Donc ensuite, on a besoin de quoi? On avait besoin du nom de type de document. Hop là, si on regarde nos facettes ici, facette groupe, 1, facette. Voilà, on sait qu'ils sont déjà triés dans l'ordre, donc encore une fois, c'est ça qui est plus intéressant. On va se balader dans les 10 premiers. Et dans les 10 premiers, il va me falloir la valeur count et la valeur name. Ok, on va commencer par name. Donc let type equal facette doc à l'index i point name. Hop là, et let count, voilà, hop, égale facette doc à l'index i point count. Ok. J'ai plus qu'à pusher mes fameuses valeurs dedans. Hein. Donc, top 10 document label.push type. Top 10 document count.push count. Et une fois que ça c'est fait, bah, vous pouvez tout simplement réutiliser la même méthode bar graph, puisqu'on n'a plus qu'à changer en fin de compte nos valeurs. Donc on y va, bar graph. Voilà. Et donc là, il va falloir que j'indique ici le nom de mon canvas. Vous noterez qu'on ne l'a pas encore réalisé, donc il va falloir qu'on le fasse. Donc pour l'instant, je vais laisser la vide. Ensuite, hop là, ici, donc je vais indiquer mon label, qui est bel et bien top 10 document label. Ensuite, ici, c'est le fameux nom, donc je vais mettre top type, donc top 10 des types de documents les plus réservés en bibliothèque de prêt. Puis ma fameuse donnée qui se trouve être le top 10 document count. Voilà. Hop, ça, on va le mettre à la ligne ici. On pensera ici à changer ça. Donc on y va, on va se créer un nouveau canvas. Oui, on peut le faire de la même taille. Donc pour l'instant, moi je vais copier-coller. Et je vais appeler top 10 document chart. Encore une fois, même taille pour le moment, puisque je ne me concentre pas sur le design. Voilà. Et donc a priori, vous avez votre deuxième graphe ici qui vient nous indiquer le top 10
des documents les plus réservés en 2018 dans les bibliothèques de prêt. Voilà. Voilà donc pour OpenData.Paris. On verra, hein, donc c'est quand même, vous voyez, c'est quand même assez simple. On a donc cette notion de requête que vous pouvez retrouver directement depuis la console d'OpenData.Paris. Donc vous vous déplacez dans les données et vous verrez à chaque fois vous aurez des requêtes différentes et c'est ça qui est très intéressant. On peut faire des graphes différents. Pour ceux qui ont des géolocalisations, vous pouvez faire des maps et ça c'est pareil, c'est très intéressant. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser un peu à faire ce que vous souhaitez avec ça. Et voilà, donc je vous invite un peu à explorer. Encore une fois, je vous invite à tester, à manipuler, à surtout aller plus loin. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne me suis pas du tout concentré sur le design. Normalement, la prochaine étape, une fois que vous avez vos graphes à peu près mis en place, en tout cas vos graphes, vos données qui sont prêtes à être mises en place, c'est de penser votre design, surtout de dire ok, à quoi va ressembler votre design, parce que le design va être aussi le reflet de ce que vous souhaitez raconter. Du coup, forcément, en fonction du design que vous choisissez, en fonction de la typographie, en fonction des couleurs, en fonction de ça, vous ne racontez pas forcément la même chose. Voilà, c'est à vous de penser à ça. Voilà. Sur ce, cette vidéo s'arrête là sur la partie OpenData.Paris. On va tout de suite continuer sur une seconde vidéo qui se concentrera pour le coup sur OpenWeatherMap. Voilà, à tout à l'heure.